sur le circuit Gilles Villeneuve qui reçoit le Grand Prix du Canada de Formule 1 aujourd'hui. Jacques Lafitte, ça fait 20 ans qu'on court sur ce circuit de l'île Notre-Dame. Il fait très froid aujourd'hui, alors la météo va jouer un rôle considérable dans ce Grand Prix. Oui, évidemment, parce que avec ce temps très frais, les pneumatiques vont moins chauffer, les freins vont être moins usagés, on va peut-être avoir quelques surprises et surtout moins d'arrêts au stand, je crois, cette année. Alors ce matin, les pilotes warm-up ont roulé sur une piste encore un petit peu humide au début. Ils ont eu très froid ensuite lors de la parade, la présentation des pilotes au public. Ils étaient emmitouflés dans des gros anoraks. Et puis il y a quand même 60% de risque d'averse dans ce Grand Prix cet après-midi ici à Montréal. Alors Jacques, la pluie, Montréal, ça vous rappelle plein de bons souvenirs. C'était en 1981. Oui, c'est vieux et j'avais fait une course formidable partant de la 13e position et doublant les Renault Turbo de Prost et de, je crois, d'Arnoux et m'en allant vers une victoire très difficile parce qu'il a plu des pluies torrentielles pendant 2 heures. On a fait donc 2 heures de course, mais une très belle victoire pour la Ligier et le moteur Matra. Vous aviez encore beaucoup de cheveux à l'époque, hein, Jacques. Ouais, c'est gentil, merci. Bon, alors, ce Grand Prix, donc, avec les McLaren Mercedes en première ligne, avec Schumacher en embuscade, il y a pas mal d'incertitudes parce qu'avec cette météo fraîche, tout peut arriver. Jacques, et puis l'actualité aussi cette semaine, c'est évidemment la Coupe du Monde de football. Hein, on sait que ça démarre mercredi, déjà mardi sur TF1, avec ce compte à rebours. Et ici, dans le paddock de Montréal, eh bien, Footix a fait un petit tour pour voir ce qu'on en pensait. Voyez plutôt. Alors, qui donc ira au Stade de France le 12 juillet prochain? Dans le paddock, il y a ceux qui n'entendent pas grand-chose au football, il y a ceux qui n'en ont rien à faire, il y a la colonie allemande qui ne jure que par son équipe. Notre envoyé spécial a mené l'enquête. Ah, yes, it's for the football. Yeah. Look, I can tell. His name is Footix. Footix. Bonjour, comment allez-vous? Je le connais bien, c'est le truc que le Brésil va gagner, non? Oui, je connais bien, oui. Ce sera mon supporter. Maybe France, you never know. Italy first, second France. Bon, je dis que le Brésil, il bat la France. Je pense que j'irai voir la demi-finale à Marseille. Je ne sais pas de quelle équipe, mais je pense que je vais aller essayer de faire 1 ou 2 matchs. France-Italie, ça serait beau. Vous allez souffrir ce soir-là. Plus mon père, moi ça va. Je manquerai un peu la Coupe du Monde, le temps de gagner à Manico et à Silverstone. Merci beaucoup. Je le garde. Alors que les mécaniciens sont en train de s'installer sur la grille de départ de ce Grand Prix du Canada, n'oubliez pas que mardi, il y aura une très très grande soirée foot sur TF1. Alors, bien sûr, ici au Canada, on ne s'intéresse pas beaucoup au football, il faut bien le dire, contrairement aux pilotes de F1 et aux équipes de Formule 1. Ce qui intéresse les Canadiens, vous le savez, c'est Jacques Villeneuve. On voit ça avec Marc Minardi. Et oui, au Québec de nos jours, Villeneuve, c'est Jacques. À 26 ans, le champion du monde de Formule 1 est une véritable vedette. Adulé surtout par les jeunes, traqué et épié par les télés et les journaux. Travail et vie privée sont passés au crible et nos confrères canadiens n'ont guère de limites. Heureusement, Jacques est de bonne composition. Les radios aussi s'en donnent à cœur joie ces jours-ci. Villeneuve par-ci, Villeneuve par-là, il est partout. On ne parle que du blanc champion. Nous, on a un accent. On a un accent comme vous avez un accent. Et Jacques, en échangeant avec les journalistes français, parle le français comme ça doit se parler en Europe. Jacques arrive ici, puis c'est ouais, comment ça va les gars? Puis ça me fait plaisir, puis on a du plaisir, puis c'est donc agréable, puis c'est le fun au bout, puis c'est du québécois. Jacques s'adapte à l'endroit où il se trouve. Mais ici, je pense que Jacques se sent très, très bien. La jeunesse s'identifie à Villeneuve. Les cheveux, ils sont prêts à le faire. Je trouve ça rigolo. Ils disent, c'est pas parce qu'on se teint les cheveux qu'on est un idiot. Je pense que c'est un symbole. Ah, au fait, il n'y a pas que chez nous que l'on fait grève. Le conflit se durcit au casino, qui reste fermé. Les employés du casino veulent les mêmes avantages que les autres employés de l'Auto-Québec. Il est 18h18. Ici Radio Média.
Eh oui, que c'est triste, un casino fermé dans un ciel gris comme ça, vous le voyez. Alors que devant, il y a les oriflammes et tous les calicots de la Formule 1 qui est en train de se mettre en place sur la grille de départ de ce Grand Prix du Canada. Ici à Montréal, la star, donc la méga star, c'est Jacques Villeneuve. On ne jure que par lui, tout le monde s'arrache ses interviews. Et Gilles Pernet a bataillé pour aller rencontrer, bien sûr, Jacques Villeneuve. L'année dernière, à la même époque, Jacques Villeneuve se battait pour la gagne. Cette fois, après le même nombre de Grands Prix, il n'est que 7e. Comment vit-il cette situation, le champion du monde en titre? L'année dernière, on arrivait, l'équipe à Montréal, avec l'habitude de gagner. Cette année, on arrive avec l'habitude de transpirer pour 1 ou 2 points. Je ne suis pas devant en train de mener la course. Je suis au milieu du peloton en train d'essayer de retenir ceux qui sont derrière moi et de rattraper ceux qui sont devant. Donc chaque tour, c'est un tour de qualif. Et donc, je me suis battu plus que l'année dernière. Et en fait, j'ai fait des courses encore plus belles que l'année dernière. Et tout ça pour 1 ou 2 petits points. Depuis vos débuts, vos tout débuts dans le sport automobile, que ce soit en Formule Atlantique, en Formule Indy, voire même en Formule 1, dès que vous êtes arrivé, vous avez dominé. Maintenant, c'est plus le cas. Comment vivez-vous cela? Est-ce que c'est difficile? Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras à la base. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais le faire au mieux possible. Donc, je vais toujours me battre. Mais c'est vrai que d'avoir 1 ou 2 petits points en fin de course, ou même 0 point, et terminer la course 7e, par exemple, c'est difficile. C'est difficile, mais au moins, je finis la course en sachant que je me suis bien battu. Quels sont vos espoirs avec ce nouveau train arrière sur les Williams? Vous pensez enfin pouvoir revenir aux affaires? On devrait pouvoir battre Ferrari si on travaille bien. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir battre les McLaren aussi. Ça, c'est la mire, c'est de battre les McLaren. C'est ce que l'on veut. Ça va être très très dur. Ça va dépendre des pneus aussi. Parce qu'on est encore un petit peu en dessous des McLaren côté compétitivité. Parce que tous les nouveaux morceaux ne sont pas là. Il y en aura à Manicourt et il y en aura d'autres à Silverstone. Mais au moins maintenant, on devrait pouvoir battre les Ferrari. Comment vous expliquez qu'une écurie comme McLaren puisse dominer tout d'un coup comme cela? Parce qu'ils ont fait un bon dessin de base, une voiture légère, ils peuvent jouer avec le poids et le placer où ils veulent dans la voiture. Un petit moteur, très puissant. Et tout fonctionne bien et nous on s'est fait un petit peu surprendre. Tout le monde, les dessinateurs, pensaient que c'est le mieux qu'on puisse avoir avec cette réglementation. Et ça a pris quelques courses pour se rendre compte qu'en fait, ah non, c'est possible de faire mieux, tout simplement. Ici au Canada, on parle de 2 personnages. Il y a 2 idoles pour les jeunes, c'est Céline Dion et Jacques Villeneuve. Avez-vous conscience d'être un peu un leader d'opinion avec vos cheveux blonds, d'avoir lancé une mode? Et est-ce que ça compte pour vous tout cela? Oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui vont se teindre les cheveux en blond parce que ça a une petite influence, mais en même temps, ça fait rien faire de mal aux gens. Donc c'est bien, c'est ça, c'est une bonne chose. Leader d'opinion et tout ça. Disons que je me suis jamais attardé sur ce sujet, mais je commence à me rendre compte parce qu'on me le fait savoir, on me rapporte certaines choses, donc je m'en rends un petit peu compte. C'est assez bizarre comme situation. Vous vous trouvez toujours bien en Formule 1? Vous êtes content? Vous avez l'intention de rester longtemps? Parce qu'il a été dit à un moment que peut-être si vous amusiez plus, vous voudriez faire autre chose. Ah, je suis bien, je suis bien quand je suis dans la voiture, oui. Maintenant, j'ai quand même appris beaucoup depuis que je suis en F1. Ça serait dommage d'arrêter maintenant alors que je peux utiliser toute cette expérience que j'ai. J'adore piloter, j'adore la compétition. Et ça, j'en ai besoin. C'est une sorte de drogue. Eh bien, on aura Jacques Villeneuve encore pour longtemps en Formule 1 et ça, c'est formidable. Vous vous souvenez de l'an dernier, ce qui s'est passé? Eh oui, Olivier Panis, là-bas, qui est au fond de son stand. Olivier Panis s'était cassé les 2 jambes. C'était au 56e tour. Tout le monde était vraiment triste. Eh bien, aujourd'hui, Olivier, il est à nouveau là, toujours en pleine forme. Il est retourné voir ses toubibs et c'est Yves Géniès qui l'a suivi. Vous allez voir Olivier Panis 1 an après exactement. C'était en juillet dernier à Douarnenez. 10 jours à peine après le terrible accident où il s'était brisé les 2 jambes, Olivier Panis entamait sa rééducation dans une atmosphère amicale. Parfaitement rétabli, 11 mois plus tard, Olivier Panis est arrivé très tôt au Québec pour retrouver ceux avec qui il s'est lié d'amitié. Avec les chirurgiens qui m'ont opéré l'année dernière, on est parti 2 jours dans le nord du Québec, à Sakakuni. C'est vraiment un lac énorme où il n'y a qu'un hôtel et rien d'autre. Donc pour y aller, il faut atterrir en hydravion, enfin c'est un peu un coin caché. Mais vraiment, c'était extraordinaire. Puis de retrouver ces gens qui ont été vraiment très sympathiques dans un cas qui a été le mien accidenté. Bon, ça fait plaisir aussi de les voir dans une autre situation. C'est vrai que je voulais faire quelque chose de différent et puis les voir dans un endroit différent. Parce que là où je les ai vus le plus l'année dernière, c'est dans un hôpital ou dans un centre de rééducation. Malgré qu'on ait passé des bons moments ensemble, bon, c'est quand même différent. Physiquement, oui, ça va très bien. J'ai vu les chirurgiens du Canada, là. Et donc, il doit revenir au mois de novembre, éventuellement, pour enlever les clous.
Et puis on a pris des contacts pour faire surtout du motoneige pour le mois de janvier. Les projets ne manquent pas. L'accident, c'est du passé. Non, aucune appréhension. Je crois que j'y pense même pas. Ce que je pense, c'est faire le meilleur résultat possible. Et puis, pour moi, ça serait de marquer mes premiers points dimanche ici. Ça serait de conjurer un peu le sort de l'année dernière. Et ça, j'espère que je vais le faire. Voilà Olivier Panis qui a passé quelques bons jours de vacances avec ses docteurs québécois bien sûr. Et dont le stand est ici, Olivier. À noter que sur le circuit ici, Gilles Villeneuve, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le virage Panis, là où il a été accidenté l'an dernier, le virage en lui-même n'a pas été modifié. En revanche, les piles de pneus dans lesquelles sa Prost s'était encastrée, eh bien ces piles sont désormais protégées par une sorte de grosse bâche plastique, si vous voulez. Ça fait une sorte de rail souple. Et désormais, eh bien, on est sûr que si une voiture vient taper, elle glissera et elle ne se bloquera plus et le pilote n'aura plus les deux jambes cassées. Le circuit justement, c'est Jean Alési qui est ici sanglé, déjà casqué à bord de sa Sauber Petronas. C'est Jean Alési qui nous le fait découvrir. Montréal, un circuit en ville pas comme les autres, ne serait-ce déjà que par son incomparable ambiance. 69 tours de 4 km 421 sont au programme des pilotes qui tous apprécient l'endroit et cette piste difficile. On est obligé de se battre beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'adhérence au sol, donc il faut sans cesse corriger l'auto pour pouvoir la garder sur la bonne trajectoire. Il faut en même temps utiliser les vibreurs et c'est beaucoup de travail au volant, quoi. Comme à Monaco il y a 2 semaines, la piste serpente entre les rails, mais ici, le travail est différent. On ne casse pas les vitesses autant qu'on peut casser à Monaco, et puis c'est un circuit qui est plat, alors qu'à Monaco vous êtes sans cesse en train de monter, de descendre, quoi. Sur le plan des réglages, ça signifie quoi pour la voiture? Ça signifie pas beaucoup d'appui parce que vous avez des lignes droites qui sont longues et une stabilité au freinage beaucoup plus importante qu'ailleurs. Parce que à 2 reprises, quand vous touchez les freins, vous êtes au-delà de 300 km/h. Et donc l'équilibre est assez difficile par le fait que vous avez donc pas assez d'appui aérodynamique. L'usure des freins, justement, l'un des gros problèmes en course à surveiller. Et puis, autre particularité de Montréal, l'entrée des stands située en pleine trajectoire et qui peut poser problème. En pleine course, en train de suivre quelqu'un, ça peut vous jouer un tour si il rentre au stand et puis que d'un coup vous vous trouvez seul sur la piste, ou alors vice versa, c'est-à-dire il continue son tour et vous avez envie de rentrer au stand. L'appréciation du freinage est très compliquée. Attends. La pluie redoutée hier aux essais s'est finalement abattue sur le circuit Gilles Villeneuve durant la nuit. Et sur cette piste humide, les pilotes ont essayé durant ce warm-up tout type de pneumatique. Ce fut un beau balai. Si Jacques Villeneuve s'en est ici bien sorti, on ne peut pas en dire autant pour d'autres. Ralf Schumacher par exemple, ou bien encore Eddie Irvine se sont laissés piéger à l'épingle. À cet instant, David Coulthard et Michael Schumacher sont les hommes les plus rapides en piste. Nouveau round d'observation donc entre McLaren et Ferrari. Jean Alési pour sa part apprécie les conditions de piste changeantes. Résultat, le 2e temps à 10 minutes de la fin. Mais l'Avignonnais rétrogradera ensuite en 14e position. La piste s'assèche, Mika Häkkinen se porte en tête de la hiérarchie et détrône Heinz-Harald Frentzen. Mais l'Allemand de chez Williams se va répliquer aussitôt. Frentzen réalise le meilleur temps en 1:21.940 avec un petit dixième d'avance sur Mika Häkkinen. On l'a vu tout au long de l'émission, tout marche bien. Qu'est-ce que vaut la voiture aujourd'hui? Dans la voiture, on espère beaucoup pendant tout le Grand Prix. Bien sûr, on a eu des problèmes en qualification parce que la piste était très froide, donc on n'arrivait pas à faire chauffer les pneus. Mais avec de l'essence, elle se comportait très bien ce matin au warm-up. Donc on espère déjà être à l'arrivée les 2 voitures pour un peu enterrer nos problèmes mécaniques. Et en plus, pourquoi pas espérer marquer un point. Eh bien c'est bien, ce serait le premier point de la saison pour l'équipe Prost-Peugeot. Merci Olivier, bonne course. Et maintenant on avance, alors on avance très vite. Là on va voir l'autre Prost-Peugeot, celle de Trulli. Ici eh bien c'est la Stewart Ford de Barrichello. Vous vous souvenez, on l'a beaucoup vu puisque Automoto était accueilli ce matin par l'écurie Stewart. Et puis avec cette voiture qui porte tous les espoirs de Jackie et Paul Stewart, eh bien on continue là maintenant d'avancer et on est à la côté de la Sauber de Johnny Herbert. On continue toujours d'avancer sur cette grille. Johnny Herbert qui a été battu cette fois aux qualifications par son ami et néanmoins adversaire
Jean, allez-y. Ici, une petite déception, la Benetton Mecachrome de Wurz. Wurz qui lui aussi a été battu, mais cette fois pour de bon, par son équipier Fisichella. Alors là, on va essayer d'avancer par là. Excusez-nous, c'est Ron Dennis et Jean Todt. Faites la police, Jean-Louis. Discuter. Bah oui, on est en train de tourner autour d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais certainement des choses très importantes. On les verra un peu plus haut sur la grille parce que Jean Todt avec Michael Schumacher et Ron Dennis avec Mika Hakkinen et David Coulthard sont beaucoup plus hauts. Et je crois, vous, Marc Minary, je vous cherche. Vous êtes avec là-bas. Jean, voilà. Allez-y. Derrière la voiture de Jean, nous sommes ici. Jean, vous rongez les ongles, ça va pas? Vous êtes anxieux? Disons que c'est un Grand Prix qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment faire un bon résultat. Je suis pas trop mal placé, mais je me rends compte que je suis au milieu de quelques furieux, donc ça me ferait plaisir d'être tout de suite au 4e virage ou tout au moins au 3e, parce que je sais que ça va être un petit peu dur au début. Mais on connaît votre habitude, les furieux, vous allez les passer au départ, non? Mais il faut pas faire le malin, surtout avant un Grand Prix. Les comptes ils se font après. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est entre guillemets être prudent pour pouvoir passer donc ces 2 premiers virages et puis après on fait les comptes. Un ultime mot, Jean, avec cette météo incertaine, il faut modifier les réglages de la voiture? Non, ça justement, il ne faut pas tomber dans le piège. La météo elle est incertaine, mais pour tout le monde, donc il faut décider un réglage. Pour nous c'est fait, et puis après ce qu'il arrivera, on fera avec. Merci beaucoup, bonne chance Jean. Bien, eh bien on a continué d'avancer sur cette grille ici avec la Ferrari d'Eddie Irvine, et là c'est Hans Harald Frentzen et sa Williams Mecachrome, et pour une fois là aussi c'est un changement. Eh bien Frentzen est derrière Jacques Villeneuve, le champion du monde, a repris un peu de poil de la bête sur ici cette piste dont son père est, je veux dire, le propriétaire moral et intellectuel du souvenir, le grand Gilles Villeneuve. Alors là, donc dans la voiture de Jacques, il est toujours tout à fait sanglé, Jacques Villeneuve. C'est notre ami Christian Tortora qui lui demande quelques impressions pour nos confrères de la télévision québécoise. Toujours très concentré, Jacques, toujours installé avec son pince-nez en quelque sorte pour mieux respirer. Allez, on continue d'avancer. Jacques, il est en 6e position sur la grille. On continue d'avancer maintenant. Voilà. Marc Minary, vous êtes où? On vous cherche partout. Il y a votre ami Sylvester Stallone. Mais oui, où est-il mon ami Sylvester? Parce qu'on s'est donné rendez-vous. Alors allez-y, alors on va voir. Allez, parce que Sylvester, tout à l'heure, il était d'accord pour nous dire Little Word. Sylvester, please. On va aller voir Jacques, parce que quand même, vous savez que Sylvester Stallone, il prépare un film sur la Formule 1. Hi, Sylvester has promised I come to see you. Et vous savez, c'est un petit peu la bagarre. Regardez le monde qu'il y a ici. Il est allé chercher son photographe Sylvester Stallone pour immortaliser le moment. Sylvester, can you just tell us a word? Ah, il est supporter de Jacques Villeneuve, il est supporter de Schumacher, en fait des meilleurs, de ceux dont il peut se servir peut-être pour le film. Vous savez qu'il travaille sur un film sur la Formule 1, Sylvester Stallone, qui verrait le jour vraisemblablement l'année prochaine. Il est allé saluer Jacques. Alors, on attend encore 2 secondes, le temps de faire une photo. On va si Sylvester est décidé à nous dire un mot, s'il respecte sa parole quand même, il nous a dit qu'il était d'accord. Sylvester. Just one word, please. Are you a real fan of Formula 1, Sylvester? Actually, very much so, and we've been like studying the driver. Oui, vraiment. On parle avec Jacques et d'autres pilotes. On étudie les personnalités pour que le film soit très réaliste. Vous êtes là tous les dimanches maintenant. J'essaie de faire mon éducation de la Formule 1 en quelques mois. Mais il faut que le film soit authentique, vraiment. Voilà, alors je me demande si c'est Sylvester Stallone qui était fier d'être interviewé par Marc Minary ou bien l'inverse. Ici, la Benetton Mecachrome de Fisichella, et là ça commence à devenir sérieux. Il est là, Giancarlo, en 4e position sur cette grille. Il va répondre à nos confrères de la télévision italienne. Et puis bien sûr, là on entre au pinacle. Eh oui, la Ferrari de Michael Schumacher en 3e position. Mais en 3e position, attention, à 2 dixièmes de McLaren Mercedes. Donc c'est vraiment restreint. Voilà Jean Todt avec Marc Minary. Voilà Jean Todt. Jean, avec cette météo incertaine, est-ce qu'il faut faire des réglages de dernière minute? Comment ça se passe? Non, je pense qu'en fait, il ne devrait pas pleuvoir. Le ciel est chargé, mais c'est comme ça depuis ce matin. Donc on a des réglages pour le sec. Michel est beaucoup plus proche que ces dernières courses là des McLaren. Vous êtes optimiste?
Timide, je suis un peu inquiet parce que c'est une course importante. Effectivement, l'écart est réduit, mais avoir deux McLaren devant nous, ça va pas être facile, mais c'est un circuit très difficile pour les freins, donc on a un rôle qu'on va essayer de jouer. Merci Jean-Antoine, bonne chance. Marc Minari, je reprends le flambeau. Oui, parce que là arrive le patron de Benetton Mecachrome, David Richards. Alors David, on s'est vu hier soir, on peut le dire à la télévision, on a dîné ensemble. Bon, vous êtes confiant pour Fisichella? Ah, c'est très long, c'est beaucoup de problèmes peut-être, mais c'est le problème ici avec les freins. Ça c'est sûr pour toutes les équipes aussi. Bien. Est-ce que vous avez donné des consignes spéciales à Wurtz, qui est beaucoup plus loin sur la grille? Ah oui, il est la position 11e et dans le centre grille, c'est pas facile pour lui aussi. Bien, merci David Richards et bon courage pour votre équipe. Et voilà, on est sur la première ligne, en tout cas non, sur la deuxième place de la première ligne, avec le leader du champion du monde, Mika Häkkinen. Comme vous pouvez le voir, eh bien, les ailerons sont toujours cachés. Cette bâche va être retirée au dernier moment. Vous avez vu aussi peut-être la batterie d'ordinateur ici au pied. Vous voyez, on cache les écrans. C'est avec ces ordinateurs qu'on donnera les dernières informations au moteur, exactement. Ici, nous avons, tiens, on va voir un vieil ami à nous, Joe Ramirez. Joe, are you confident? Are you confident for the race? I'm not allowed to. Confiant pour la course. Mais je ne suis pas autorisé à vous parler. Mais s'il fait sec, oui, on est confiant. Voilà. Bon, ben on va avancer, tiens. Vous êtes avec Mansour Roger. Attendez, regardez. Oui, Mansour, bonjour. Ouais, Mansour, vous savez ce qu'il vient de me dire? Que là, il y a les chevaux qui sont en train de se promener sur la piste et qu'il va sans doute falloir passer le balai derrière eux parce qu'il faut quand même qu'au départ, cette piste, elle soit lisse, Mansour. Je pense pas qu'il y ait des pneus pour les chevaux. Bon, allez, sérieusement, vous êtes optimiste? Ouais, je crois que ça va être une course assez intéressante. Il faut voir ici, c'est un circuit assez difficile, surtout sur les freins, les pneus, tout ça. Je pense que ça va être plutôt une course stratégique que performance pure. C'est le temps, les intempéries, on ne sait pas, mais ça devrait aller. On vous sent légèrement plus tendu qu'à l'habitude, non? Je me trompe? Non, mais on est toujours tendu avant la course. C'est plus facile après. Merci, Mansour, bonne chance. Voilà, et on est en train de voir David Coulthard, voilà, qui prend beaucoup de soin pour mettre son casque, serrer ses sangles, ajuster sa combinaison. Il va bientôt s'installer dans cette McLaren Mercedes qui est en pole position ici pour ce Grand Prix du Canada. Et vous le savez, si David Coulthard est en tête dans le premier virage, eh bien normalement il ne devrait pas subir tout de suite les assauts de son équipier Mika Häkkinen. Voilà, eh bien on doit maintenant évacuer la grille de départ. Le klaxon sonne. On se retrouve tout à l'heure pour le départ du Grand Prix du Canada en direct.